Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour et bienvenue dans notre magazine « Il était une fois ». Merci d'être avec nous. Aujourd'hui, il était une fois l'opération 11-11-11. Chaque année, en novembre, c'est l'opération 11-11-11, une grande récolte de fonds du CNCD pour financer une cinquantaine de projets de développement. Le thème de cette année, une justice climatique. Et Philippe, savez-vous ce que signifient ces initiales CNCD? Le Centre national de coopération développement. Voilà, j'y arrive. Parfaitement. Arnaud Zacharie, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes le secrétaire général du CNCD et vous allez nous présenter en fait la campagne 11-11-11 de cette année. Alors, Corinne, pour entrer dans le vif du sujet, qu'est-ce que vous nous proposez aujourd'hui? Eh bien, je vous propose un documentaire qui a été scindé en 3 séquences. Cette première séquence rappelle qu'en Afrique, la forêt est source de vie pour les populations. Elle est leur supermarché, mais elle est aussi leur pharmacie. Mais son exploitation pose des questions. Et en République démocratique du Congo, par exemple, les habitants se disent volés de leurs ressources par les entreprises étrangères. Tubela munsitu futa zinzonka tufuta nzo zinkanda munsitu Partout ici, il y avait une grande forêt. Il y avait une forêt primaire partout ici, très riche en essences exploitables. Mais regardez tout ce qui est resté. Des essences, en tout cas non exploitables. Voilà ce qui nous est resté. Tout ce que vous êtes en train de voir derrière moi, c'était des forêts. C'était de la forêt dans le temps. Mais pour le moment, comme vous pouvez remarquer, c'est devenu de la savane. C'est-à-dire que toute la forêt a disparu. Les causes de cette dégradation, de cette destruction de la forêt sont d'abord le fait qu'il y a eu une intense coupe de bois pendant des années, coupe sur le plan industriel et sur le plan artisanal. Et le résultat, aujourd'hui, on le voit, c'est de la savane. Voilà. Donc tout ce que vous êtes en train de voir comme essence, c'est des essences sans valeur, non exploitables. Toutes les essences sont parties, détruisant ainsi toute la forêt primaire qu'il y avait ici, qui protégeait la source d'eau. Alors que par le passé, quand il y avait une grande couverte végétale ici, quand la forêt était là, on trouverait de l'eau même ici. Et les gens prendraient de l'eau, ils seraient en train de boire de l'eau ici. Parce que c'est ça la source qui alimentait le village. Mais aujourd'hui, cette source a tari. Tout ça, c'est parce que la forêt a été complètement dévastée. Aujourd'hui, c'est le village qui est exposé, plus de forêt, l'eau est en train de... La source a tari et donc le village est en danger. Ça, ce sont des terres qui deviennent de plus en plus impropres à l'agriculture. Alors, en même temps, il y a la croissance démographique, il y a la population qui est en train d'augmenter. Donc la population va avoir des besoins de plus en plus élevés en termes de terres, de superficies cultivables. Or, la dégradation est en train de produire l'effet contraire, c'est-à-dire la réduction des ressources en terre, la réduction des ressources en bois, en forêt, en matières premières que les populations vont puiser dans la forêt. Si tout cela disparaît alors que la population est en train d'augmenter, ça va amener vers des crises. Alors Arnaud Zacharie, avant d'entrer dans le vif du sujet par rapport au reportage qu'on vient de voir, le CNCD, c'est quoi exactement? C'est le Centre national de coopération et développement. C'est en fait la coupole
des ONG et des associations belges engagées dans la solidarité internationale. Donc on a à peu près 80 organisations membres. Et on organise notamment cette opération 11-11-11 depuis 1966, donc une opération de récolte de fonds qui permet de financer des projets de développement. On en est à près de 60 actuellement, menés par une trentaine d'ONG belges qui sont donc nos organisations membres. C'est ça. Et donc, vous êtes le secrétaire général de cela. Est-ce que c'est une grosse organisation, le CNCD, en tant que tel? C'est un staff de 50 personnes, 80 organisations membres, une dizaine de milliers de volontaires répartis dans une cinquantaine de groupes locaux. Et donc, c'est la coordination pluraliste des ONG engagées dans la solidarité internationale. Est-ce que vous avez des liens institutionnels avec l'État belge ou avec les régions et communautés en tant que CNCD? Non, c'est donc la coupole des organisations non gouvernementales. Donc, on est un peu le pendant associatif et citoyen de la coopération belge gouvernementale. Alors, le mois de novembre, c'est le mois de l'opération 11-11-11. Pourquoi 11-11-11? Parce qu'en 1966, ceux qui ont voulu fonder cette opération 11-11, ils se sont dit qu'il fallait faire passer un message symbolique disant qu'il n'y avait pas de développement sans paix. Et donc, ils ont choisi ce 11 novembre à 11 h, lorsqu'on va fleurir les tombes des anciens combattants de la Première Guerre mondiale, pour faire passer ce message symbolique. Donc, le développement, c'est important, mais il n'y a pas de développement sans paix. Donc, le développement et la paix sont deux valeurs intimement liées. Alors, comment elle se passe dans la réalité, cette opération? Elle se passe de manière très pratico-pratique avec l'engagement, la mobilisation de milliers de volontaires répartis dans les différentes communes de Belgique et qui vendent toute une série de produits, du thé, du cacao, des calendriers. Puis il y a moyen aussi de contribuer par des dons. Au-dessus de 40 €, c'est même déductible sur le numéro de compte 8x01111 et puis toute une série d'autres activités culturelles qui permettent à la fois de sensibiliser les gens par des activités culturelles et puis aussi de récolter un peu d'argent pour financer les projets dans le Sud. Et comment est-ce que vous choisissez ces femmes? Vous avez dit que vous soutenez une soixantaine de projets. Comment est-ce que vous les choisissez en fait? Parce que je suppose que des projets comme ça, il y en a des milliers. Tout à fait. Donc il faut, pour être financé par l'opération 11-11-11, être membre de la coupole du CNCD 11-11-11. Évidemment, on ne veut pas être juge et partie, donc nous, on va organiser la sélection des projets qui nous sont envoyés avec un collège d'experts indépendants du secteur des ONG qui vont analyser les dossiers qui sont envoyés au CNCD 11-11-11 et qui vont décider si oui ou non, sur base d'une grille de critères dont ils disposent, les projets sont suffisamment de qualité, sont suffisamment efficaces que pour être soutenus par l'opération. Alors, on l'a vu dans le reportage, donc ce qui se passe au Congo, là, c'est avec cette déforestation. Qu'est-ce que vous envisagez réellement de faire sur le terrain par rapport à cette réalité? Donc très concrètement, au Congo, on soutient le réseau Ressources Naturelles, qui est un réseau qui est réparti sur l'ensemble de l'immense territoire congolais, qui a pour objectif justement de soutenir les communautés de base pour faire en sorte que d'une part, la forêt soit exploitée de manière durable, parce que la forêt congolaise, ça représente 40 fois la superficie de la Belgique, c'est un des derniers poumons de la planète, donc c'est très important pour le climat. Et comme vous l'avez dit, on mène campagne pour la justice climatique, mais aussi s'assurer que ces populations locales en bénéficient économiquement. On l'a vu dans ce sujet, c'est à la fois leur supermarché, c'est leur frigo, c'est leur pharmacie, c'est leur lieu de travail. Et donc c'est très important que l'exploitation de la forêt non seulement soit durable, mais aussi soit équitablement répartie et bénéficie aux populations locales. Vous avez le sentiment que vous allez arriver à un succès dans ce projet-là? On est en train, en tout cas, d'arriver à des succès. Bon, il faut savoir que c'est très compliqué parce que au Congo, il y a d'abord les appétits des firmes transnationales, mais il y a aussi les problèmes entre le gouvernement central à Kinshasa qui octroie parfois des droits d'exploitation dans les différents endroits, dans les différentes provinces du Congo, où en fait des populations locales bénéficient d'un titre de propriété qui a été délivré soit par la province, soit par des chefs coutumiers, par des pygmées, des sociétés traditionnelles. Et donc, ça crée parfois des conflits quand on se rend compte qu'une société et une communauté locale ont en fait un même droit de propriété pour une même zone, mais qui ont été octroyés par différentes sources. Et donc, le but, évidemment, c'est de mettre tout le monde autour de la table pour s'assurer que les populations locales participent et bénéficient de l'exploitation de leurs forêts. Alors, l'opération 11-11 ne se limite évidemment pas au Congo. Vous avez souhaité nous envoyer un peu en voyage cette fois-ci, Karine. Exactement. En Équateur, l'exploitation anarchique du pétrole depuis les années 70 a conduit à un véritable désastre écologique. Une pollution à la fois des sols et de l'eau et qui expose la population locale à une explosion de maladies, dont de nombreux cancers. Este es el segundo pozo que fue perforado aquí en la Amazonía.
por la compañía Texaco. Es el que da inicio a la extracción petrolera en la provincia de Sucumbíos y en la provincia de Orellana. Texaco aquí construyó 3 piscinas para depositar lo que salía de aquí, de lo que es los lodos de perforación, las aguas que utilizan para perforar, el petróleo de prueba y todo lo que salía del workover, depositarlos en esas piscinas. Vamos a ir a ver esa piscina que ellos supuestamente ya la dejaron limpiando, que está totalmente remediada, que no hay ningún problema. Vamos a ir ahorita a sacar una muestra de ahí. Yo como dueño de esta propiedad tengo contaminado siquiera unas 4 o 5 hectáreas en redondo de pozo. Solamente con moverle, así nomás esto ya comienza a brillar. ¿Qué te parece? Sí, claro, ya el combustible. Sí. Nosotros comenzamos la nariz curtida del combustible. Mira, le ves, está totalmente clarita, totalmente limpia. Sí, casi no se nota esto porque es, pero si le ponemos mira cómo comenzó a salir el petróleo arriba. Todo lo que está arriba, todo esto que negrea, aquí es puro petróleo ya. Sí. Vea cómo está eso. Es puro crudo eso. Tengo mi guante limpiecito, ¿sí? Es crudo. Esto es petróleo. Arnaud Zacharie, on voit le Nord en fait s'enrichit aux dépens du Sud. Comment est-ce que vous dénoncez, vous, au CNCD, ce type d'injustice ? On le dénonce par des cas concrets comme ceux qu'on vient de voir. Là, c'est l'entreprise Texaco qui avait exploité le pétrole dans ces zones où les populations locales se sont retrouvées avec les sols complètement pollués. Alors, le problème, c'est que le bétail mange cette herbe polluée et que finalement, les populations locales qui mangent ce bétail ensuite se retrouvent avec des cancers. Donc il y a eu un procès au début de cette année qui a abouti après plusieurs années. Et c'est plusieurs milliards de dollars qu'a dû payer Texaco en contrepartie. Donc il y a parfois des combats juridiques comme ceux-là. Et puis on a par exemple un projet en Équateur du même type avec le peuple de Sarayaku qui se retrouve dans le même conflit avec des compagnies pétrolières qui tentent d'exploiter le pétrole dans une zone où il y a une très grande biodiversité. Et donc c'est un projet qui s'appelle Frontières de vie. Ils ont planté au fur et à mesure des années des plantes pour développer la biodiversité de leur territoire et pour aussi faire une frontière de vie au sens propre du terme, c'est-à-dire démarquer le territoire pour dire voilà, ça c'est un parc naturel et on ne veut pas qu'on exploite le pétrole. Donc c'est un problème que l'on voit dans d'autres pays, le fait de gérer à la fois le développement économique d'un pays mais de garantir la biodiversité, de respecter les parcs naturels et le climat, la stabilité climatique à l'échelle mondiale. Alors, il y a une fonction de dénonciation, évidemment, dans votre organisation, mais quelle serait votre fonction de proposition, on va dire, pour que ce soit quelque chose de socialement juste, écologiquement équitable? On a toute une série de revendications, évidemment, mais par rapport à ce problème que l'on vient de voir, tout simplement, on demande que toutes les entreprises à l'échelle mondiale respectent des normes sociales et environnementales qui garantissent donc que, malgré la course à la compétitivité dans laquelle les firmes transnationales sont prises, quelles qu'elles soient, eh bien, elles respectent des normes sociales et environnementales minimales, c'est-à-dire qu'elles respectent les droits sociaux des personnes qui vivent sur les terrains d'exploitation et qu'elles respectent l'environnement pour qu'il puisse se régénérer. Alors cette année, vous avez choisi un thème de campagne assez fort, la justice climatique.
Une survie pour notre planète, pourrait-on dire? Oui, tout à fait. Bon, on parle beaucoup des changements climatiques, y compris ici, ce qu'on sait sans doute moins, et c'est pour ça qu'on parle de justice climatique, c'est que ce sont les pays pauvres qui polluent le moins, ce qui est normal, ce ne sont pas des pays industrialisés, mais ce sont pourtant ces pays pauvres qui sont les principales victimes des changements climatiques, avec notamment des problèmes d'accès à l'eau, par exemple, qui entraînent un problème de rendement agricole et qui provoquent des crises alimentaires. Les pays les plus pauvres d'Afrique subsaharienne, par exemple, sont victimes de ces changements climatiques. Donc on veut aussi dénoncer cette injustice et rappeler que la stabilisation du climat à l'échelle mondiale, c'est aussi un instrument de développement pour les populations les plus pauvres du monde. Alors, vous avez lancé une opération, la Sing for the Climate. Vous pouvez nous en dire quelque chose? Oui, donc c'est un peu à la fois une action de sensibilisation des citoyens, mais aussi d'interpellation des décideurs politiques. Donc on a cherché à organiser une espèce de pétition vivante et chantante avec un texte qui était repris d'une chanson bien connue, mais on avait repris les paroles pour en faire des paroles en faveur du climat. Et il y a plus de 80 000 personnes qui ont chanté pour le climat depuis le début de l'été en Belgique. Et donc on va en faire un clip qui va être présenté en avant-première au Parlement belge le 22 novembre et qui va être aussi projeté en début décembre à Doha, puisqu'il va y avoir un sommet mondial pour le climat. Donc on a voulu être un peu originaux et plutôt que de faire des pétitions traditionnelles, faire chanter les gens d'abord, ça les sensibilise à la question. Et puis le fait de chanter, c'est aussi quelque part de signer une pétition et ce clip va être projeté comme une interpellation politique vis-à-vis des décideurs qui vont ensuite aller à Doha et on l'espère pour négocier un accord ambitieux pour garantir la stabilité climatique. Est-ce qu'on peut dire que c'est une nouvelle forme de manifestation? Oui, tout à fait. Chanter comme ça c'est clair que les manifestations traditionnelles s'essoufflent un peu, ou en tout cas manquent justement d'effet de surprise. Et donc on cherche à sortir des sentiers battus pour mobiliser un maximum de personnes. C'est clair que si on avait fait une manifestation traditionnelle à un seul endroit, on n'aurait sans doute pas eu plus de 80 000 personnes. Là, le fait de permettre à tout le monde de chanter près de chez soi, et puis de se filmer et d'envoyer des images sur les réseaux sociaux, par exemple, c'est ce qu'on a fait. Mais ça permet des nouvelles formes de mobilisation. Et puis des plus jeunes aux plus vieux, on s'est rendu compte que dans toute une série de classes, par exemple, soit via des étudiants, soit via des enseignants, les gens sont mobilisés pour chanter. Et donc ça permet d'attirer aussi l'intérêt des médias et finalement d'avoir plus d'impact sur les décideurs politiques. Corinne, nous n'allons pas vous demander de chanter Sing for the Climate. Pas encore, non. Pas encore, mais peut-être un nouveau petit reportage? Oui, bien, en conclusion, ce documentaire rend la parole aux acteurs et il croise les regards des Congolais et des Équatoriens. Il n'hésite pas à poser les bonnes questions et surtout à faire passer un message urgent. Il faut passer des paroles aux actes. Et ça commence par la campagne 11-11-11 en Belgique. Bon, ça paraît un peu paradoxal qu'un pays qui a plein de ressources et puisse souffrir de ces ressources. C'est le cas du Congo, quoi. Le Congo est malade de ses ressources naturelles. Bon, c'est dommage, mais bon, c'est ça, la réalité aujourd'hui. Malédiction des ressources, parce que l'exploitation de ces ressources n'apporte pas grand-chose. Parce que qu'est-ce que les populations locales demandent? Hein? C'est manger tous les jours, c'est se soigner sans problème, c'est scolariser les enfants, c'est s'habiller sans trop de problèmes, c'est avoir des institutions, des soins de santé accessibles à tout le monde. C'est tout ce que la population demande. Mais que quand on voit les ressources naturelles en train d'être exploitées et que, bon, en retour, ça n'améliore pas. Hein? Ça n'améliore pas ce minimum de sécurité sociale. Hay que pensar mucho más allá. Yo he dicho, ojalá las poblaciones norteamericanas, europeas o asiáticas, el mundo entero, primero conozcamos qué hacen nuestras empresas fuera de la frontera nuestra. ¿Qué consecuencias quedan en estos países donde se extrae la materia prima para generar energía o generar otras cosas? Parce que toutes les conséquences que ça va engendrer, pollution des rivières, pollution des terres, des sols, de la nature, maladies et tout ça, qui s'en occupera? Pero es bueno que la gente entienda que detrás de cada elemento, digamos de metal o del petróleo, de la forma como consumimos,
hay graves consecuencias, hay enormes crímenes que se cometen en los países donde está esta riqueza. Entonces es bueno que la humanidad reflexionemos y obliguemos a las empresas a actuar responsablemente y nosotros también hagamos esa conciencia. Debemos regular el consumo si queremos que nuestro planeta siga viviendo. Vous savez, les ressources naturelles pour la plupart, surtout les ressources du sol, sont épuisables. Sont épuisables. Vous pouvez avoir des gisements et des gisements, même d'un siècle de vie. Mais un siècle, ce n'est pas éternel. Finalement, une année, 2 ans, 10 ans, 20 ans, finalement, un siècle arrivera. Et les gisements s'épuisent. C'est fini. Mais l'entreprise qui a exploité, pris ses bagages, hop, elle est partie avec ses milliards en banque à l'étranger. Et ici, où on a exploité derrière, la population n'aura que ses yeux pour pleurer. Alors Arnaud, comment faire pour que les populations n'aient plus que leurs yeux pour pleurer? Comment éviter cela? Comment allez-vous essayer d'influencer les décideurs politiques? De nouveau, d'abord en se rendant compte que on bénéficie des ressources naturelles depuis des décennies dans nos pays riches. Sans les ressources naturelles, nous ne serions rien, notre prospérité n'existerait pas. Mais c'est une autre injustice qu'on veut dénoncer, c'est ce qu'on appelle la malédiction des ressources. Dans les pays qui regorgent de ces ressources naturelles, c'est là où on trouve les populations les plus pauvres du monde. Et comme le vient de dire Jean-Marie, qui est un partenaire du réseau ressources naturelles au Congo, que nous soutenons, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, c'est aussi un problème environnemental, puisqu'on a toute une série de ressources qui sont finies, qui ne sont pas éternelles. Et donc si on ne prend pas garde non seulement de consommer les ressources naturelles de manière moins intense, d'être moins gourmand en ressources naturelles, mais aussi de penser à de nouvelles formes d'activité économique, le recyclage des ressources naturelles pour pouvoir les utiliser davantage et prendre le temps qu'elles se régénèrent, alors on va vers de graves désillusions. On se rend compte dans ces pays très pauvres que nos pays riches se concurrencent pour avoir accès à ces ressources naturelles qui se raréfient alors qu'on en a un besoin croissant. Donc ce qu'on demande de nouveau, c'est de se rendre compte de cela et de faire en sorte qu'il y ait une transparence et une justice dans l'exploitation de ces ressources naturelles pour que d'une part, et ça c'est une prise de conscience qu'on demande à l'échelle internationale mais aussi à l'échelle européenne, à l'échelle nationale, y compris évidemment dans ces pays en développement, parce qu'il faut savoir que dans ces pays très pauvres, il y a toujours une minorité qui s'enrichit de l'exploitation de ces ressources naturelles, se rendre compte qu'il faut absolument avoir une traçabilité, une transparence pour s'assurer que d'une part, les ressources naturelles sont exploitées de manière durable et d'autre part, que les revenus qui sont tirés de ces ressources naturelles bénéficient aux populations locales pour qu'on sorte de cette malédiction des ressources. Alors comment faire aussi pour conscientiser chacune et chacun d'entre nous? Parce qu'on peut évidemment se limiter en disant voilà, c'est une question des décideurs politiques, mais quand on voit ces reportages, on se dit quand même qu'il y a peut-être quelque chose à faire aussi à notre niveau personnel. Bien entendu. Donc la question, comme je le disais, de la consommation des ressources, c'est une question que chacun doit se poser. On utilise tous des objets au jour le jour, des technologies modernes qui ne seraient rien que, pensons à nos ordinateurs, à nos téléphones qui deviennent intelligents, à nos télévisions, etc. Ce sont tous des instruments qui ont besoin de ces ressources naturelles. Donc il faut faire attention à la manière dont on les consomme. Et puis il faut aussi être de plus en plus conscient de cet état de fait et demander une traçabilité, y compris sur les produits qu'on achète, agir en tant que citoyen en chantant ou en signant des pétitions, comme on disait tout à l'heure, mais aussi en tant que consommateur, d'être conscient du fait que la surconsommation peut aboutir à un appauvrissement généralisé et pas uniquement dans les pays du Sud. Donc les questions d'environnement, comme je le disais en introduction, c'est un problème de développement, mais c'est aussi un problème qui nous touche directement, nous, dans nos pays dits riches. Est-ce que vous proposez des programmes éducatifs ou de formation justement pour conscientiser dans les écoles ou encore ailleurs, pour vraiment qu'on prenne conscience de cette réalité-là? Tout à fait. Donc on a des outils pédagogiques, une mallette pédagogique destinée au public scolaire secondaire par exemple. On a des stands d'animation pour des événements grand public. On a un outil qui s'appelle Le Monde en classe qui est destiné au public scolaire primaire. Donc on a toute une série d'outils pédagogiques. Pour nous, c'est un élément très important. En fait, au CNCD On s'en sort, on a 3 missions. La première, c'est de récolter des fonds pour financer des projets dans le Sud, cette fameuse opération Sonsons, qui est un peu l'aspect le plus connu de notre organisation. Mais 2 autres missions qui sont tout aussi importantes, c'est l'éducation au développement, donc la sensibilisation du public belge et européen avec des outils pédagogiques qui sont produits à cet effet. Et puis troisièmement, l'interpellation des décideurs politiques. On ne pense pas que financer des projets de développement suffiront à éradiquer la pauvreté dans le monde. Il faut aussi répondre à des problèmes structurels et c'est pour ça qu'on a des positionnements, des revendications de plaidoyer politique et d'interpellation des décideurs politiques pour qu'ils prennent
des décisions à l'échelle belge, à l'échelle européenne, à l'échelle mondiale pour changer les choses de manière structurelle et créer un monde un peu plus juste. Merci en tout cas Arnaud Zacharie d'avoir pris le temps de nous présenter un peu les enjeux de cette opération 11-11-11 ainsi que le travail du CNCD. Alors Corinne, comment poursuivons-nous notre magazine? Eh bien maintenant, Thomas Gergely nous emmène revisiter les racines juives de notre foi chrétienne. Les béatitudes, prédication admirable et universellement connue de Jésus de Nazareth, sont totalement juives, le dira-t-on assez, d'essence comme de forme. La série des heureux qui correspond en hébreu à Ashré, Ashré littéralement heureux celui qui, et qui est une expression qui ouvre un très grand nombre de psaumes que l'on récite chez soi ou à la synagogue. Parmi ces nombreux psaumes, 2 exemples ou 3. Heureux qui ne marche pas dans la voie des méchants, heureux celui dont les péchés sont remis, heureux qui prend soin des pauvres, etc. On retrouve les mêmes séquences dans les béatitudes, évidemment. Alors la première, la plus célèbre sans doute, heureux les pauvres en esprit. Mais l'idée se trouve exactement dans Psaume 29, l'humble d'esprit obtient la gloire. Ou bien, heureux les affligés. Mais on le trouve au psaume 126. Ceux qui sèment les larmes, dit le psaume, moissonneront l'allégresse. Ou bien, heureux les doux, car ils posséderont la terre. Mais on l'a au psaume 37. Les doux posséderont la terre, textuellement. Ou bien, encore un exemple, heureux ceux qui ont faim et soif de justice. Mais ça se trouve au psaume 21. Heureux celui qui règle ses actions d'après la justice, etc. L'on pourrait, voyez-vous, continuer ainsi sur les miséricordieux, les cœurs purs, les pacificateurs, les persécutés, et on retrouverait chaque fois tous les parallèles, des parallèles qui montrent à un degré évident que les béatitudes suivent la tradition juive par la lettre comme par l'esprit. Bien Philippe, je ne chante toujours pas, mais je vous invite maintenant à un rendez-vous musical, Gospel for Life, c'est la séquence Agenda. Gospel for Life, c'est une belle aventure qui commence bientôt, donc les premières dates. À Bruxelles, il y aura sur scène plus de 300 choristes. Ça se passe à la basilique de Koekelberg, c'est le 16 novembre à 20h. Ensuite, nous sommes à Nivelles le lendemain, le 17, Am-sur-Eure, et vous avez les dates de toute manière sur le site gospelforlife.be. Une belle aventure au profit de Action d'Amiens pour la lutte contre la lèpre et la tuberculose. Nous arrivons déjà au terme de notre émission. Merci de nous avoir accompagnés jusqu'ici. Si vous souhaitez revoir ce magazine, il vous est possible de le faire en allant sur notre site www.infocato.be. Au nom de toute l'équipe qui a préparé cette émission, il ne nous reste qu'à vous souhaiter une excellente journée et nous vous disons à très bientôt.